Bonjour à tous. Le mariage pour tous aura aussi concerné les régions. La Bourgogne et la Franche-Comté se sont officiellement unis le 1er janvier dernier, pour le meilleur et pour le pire. Alors, 9 mois après, est-ce que c'est le pire ou est-ce que c'est le meilleur qui a pris le dessus? On en discute dans Dimanche en politique en Bourgogne-Franche-Comté avec autour de la table 3 témoins privilégiés de ce mariage. Patrick Ayache, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président socialiste du Conseil régional, notamment en charge des fonds européens, du contrat de plan et du tourisme. Face à vous, Pascal Grappin, bonjour. Bonjour Éric Sicot. Vous représentez le groupe de droite et du centre et vous êtes conseiller régional UDI. Et puis à côté de vous, Isabelle Delyon, vous êtes également conseillère régionale, bonjour. Bonjour. Vous représentez le groupe Front National. Jeudi dernier a eu lieu le premier congrès des régions de France depuis la création des nouvelles régions. Et Manuel Valls a amené un cadeau de mariage. Il a répondu à la principale revendication des régions en annonçant que leur action sera financée à partir de 2018 par le transfert d'une fraction de TVA et non plus par la dotation financière de l'État, c'est-à-dire la fameuse dotation globale de fonctionnement. Et il a ajouté « L'effet dynamique garantira et pérennisera vos moyens d'action ». Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Patrick Ayache? Est-ce que ça veut dire que désormais les moyens des régions ne dépendront plus de la bonne volonté des gouvernements? C'est exactement ça, et l'annonce du Premier ministre nous a véritablement satisfaits, puisque, vous le savez, comme toutes les collectivités territoriales, les régions dépendaient pour des parts importantes d'une dotation versée par l'État qui, chaque année, lors de la loi de finances, variait. Et elle variait, il faut bien le dire, ces dernières années, à la baisse. À la baisse. Donc pas de visibilité, c'était ça? Absolument. Pas de visibilité, une crainte et des répercussions éventuellement sur la fiscalité des ménages pour compenser ces baisses de dotation. À compter de 2018, désormais, c'est une part de la TVA qui va remplacer cette dotation de l'État. Et cette part de la TVA va véritablement donner aux régions l'autonomie financière que nous souhaitions, mais en même temps la perspective d'avoir des recettes dynamiques qui sont liées à l'évolution de la consommation et surtout, j'insiste, qui ne nous obligera pas à user de la fiscalité supplémentaire pour les ménages. C'est donc une très très bonne nouvelle. Alors, le président des régions de France, Philippe Richard, l'a aussi salué cette nouvelle. Il est de droite, pourtant. Il a dit c'est une révolution. Est-ce que vous êtes sur cette même longueur d'onde, Pascal Grappin? Alors écoutez, moi j'ai déjà envie de pousser un grand ouf de soulagement. Parce qu'il faut dire que dans cette problématique de financement des régions, la machine socialiste à créer de l'impôt et de la taxe était lancée, puisque le gouvernement voulait et souhaitait une taxe spéciale. Qui a été abandonnée. Qui a été abandonnée. Mais cette taxe spéciale, c'était quand même 600 millions d'euros de prélevés sur à la fois les ménages et les entreprises. Alors si cette taxe a été abandonnée, il faut quand même le dire, c'est parce qu'il y a eu une fronde très forte de la part de certains présidents de région. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Hervé Morin, Christian Estrosi qui ont poussé pour que cette taxe ne soit pas mise en œuvre. Alors vous savez, on est habitué avec les socialistes. Il y a un problème égal un impôt ou une taxe. Bon, ben là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Donc c'est pourquoi j'ai un profond ouf de soulagement. Alors j'ai quand même une inquiétude. En matière de simplification, là, vous faites fort. J'ai quand même une inquiétude. J'ai une inquiétude parce que le Premier ministre a fait cette annonce, mais il n'a pas dit comment ça allait fonctionner. Et là, il faut s'attendre, je dirais, à ce que Bercy mette de la simplification dans tout ça. Je crains. J'ai très peur de voir les modalités. Là. Oui, tout à fait. Et puis le deuxième point, c'est que le Premier ministre n'a pas dit comment l'État allait financer le manque à gagner. Ça, c'est quand même très important. Il ne l'a pas dit. Alors je veux bien. C'est-à-dire le manque à gagner. S'il y a une recette qui est dynamique, et avant cette recette était dans le budget de l'État, l'État va perdre cette recette dynamique. Donc il va y avoir de facto un manque à gagner. Et moi, ce que j'aimerais, c'est de savoir comment ça va se passer. En tous les cas, ce que j'ai compris, c'est que 2018, c'était plus son problème. Non, je crois Justement, parce que je voudrais faire réagir Madame Delyon. Monsieur Grappin n'a pas tout compris, mais volontairement, je le crois, parce que je sais qu'il est extrêmement intelligent et qu'il a saisi parfaitement la mécanique. Cette dotation est supprimée, c'est donc une économie pour l'État, puisqu'il n'aura plus à la verser aux collectivités. À la place, c'est juste un transfert
ce transfert de TVA. Je vais vous donner un chiffre approximativement. Je crains que pour vous la n'ayez pas région, compris tout. pour la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est environ, en arrondissant les chiffres, 225 millions d'euros qui désormais 235 millions ne BP. seront plus assujettis à un risque de diminution qui a pesé depuis plusieurs années et qui, au contraire, va pouvoir évoluer en fonction de l'évolution de la capacité financière de notre pays. C'est donc une excellente nouvelle, mon cher Pascal Grappin. Vous devriez vous en réjouir. Attendez, alors, Pascal Grappin, vous pourrez réagir ensuite, mais Madame de Lyon, alors, c'est pas si souvent que la droite salue, même s'il y a des bémols, une décision gouvernementale. Qu'en pense le Front National? Vous êtes plutôt favorable à cette option? Nous sommes totalement opposés à cette option. Ah, vous préfériez une dotation? Parce que cela démontre, une fois de plus, que la fusion des régions ne génère aucune économie, contrairement à ce qui nous avait été présenté. Donc on a déjà eu l'augmentation du taux de la carte grise. Nous avons échappé de peu au projet TSER sur la valeur locative foncière. C'est abandonné, mais certainement provisoirement. Il y aura d'autres tentatives. Maintenant, la dernière idée du Premier ministre, c'est ce transfert de TVA. Donc, pour nous, c'est systématiquement une volonté imposée par l'Europe pour se calquer sur l'organisation des Länder allemands. Nous sommes pour le triptyque commune, département, nation, et totalement opposés au schéma métropole, méga-région Europe que l'on veut nous imposer. Et ce transfert de compétences, ce transfert de TVA, ça va dans ce sens. Mais pour l'instant, les régions sont là, il faut bien les financer. D'éloigner toujours plus les gens des centres de décision. Et il faut le financer, d'accord, mais il y a eu un transfert de compétences économiques du département à la région. Donc, en théorie, on devrait aussi avoir un transfert des financements correspondants pour assumer cette nouvelle fonction. Donc, on ne comprend pas bien pourquoi, d'un seul coup, il faut trouver des financements ailleurs. Allez, une réaction de Oui, Pascal Grappin. Simplement deux points. Pour Madame de Lyon, justement, le transfert, la loi n'a pas prévu, au niveau de la compétence économie, qu'il y ait un transfert financier des départements vers les régions. Ça pose un problème. Ben oui, ça pose un problème, mais si vous voulez, voilà, faut s'adresser à ceux qui dirigent la France. Monsieur Ayache, moi je suis très inquiet que vous n'ayez pas compris, je dirais, ce qui va se passer mécaniquement au niveau du budget de l'État. Je sais bien que ça va être une opération blanche à zéro à un instant T. Voilà. Je suis d'accord. Mais si c'est une recette dynamique pour les régions, elle n'est plus dynamique pour l'État. Et moi, je voudrais savoir comment l'État va financer la perte. Oui, mais j'ai bien compris. Ah, bah oui. Ah non, vous ne l'aviez pas compris. Donc pour la région, c'est une bonne chose. Mais le Premier ministre s'est bien gardé de dire comment est-ce qu'il allait faire. Donc oui, moi je pense que c'est effectivement une bonne chose. Ça va permettre de donner une autonomie financière à la région. Le risque, c'est qu'il en profite quand même pour augmenter le taux de TVA. À terme, c'est ce qui risque de se produire. Oui, rapidement pour terminer là-dessus. Oui, écoutez, je crois que finalement on a tout dit ou presque sur cette question. Il n'y a pas de risque d'augmentation du taux de la TVA. Vous savez que ça répond à des mécanismes européens qui aujourd'hui ne sont pas prêts de se débloquer dans ce sens-là. Pas sur le taux normal. Donc non, il n'y peut a le fixer pas, comme on le veut. Ça il n'y a dépend pas pas des de mécanismes risque européens. d'augmentation du taux de la TVA. Concernant la part de dynamisme qui va échapper à l'État, vous avez raison sur ce point. Mais ça représente une toute petite partie de la TVA, ce transfert. Donc il faut rester globalement positif et se satisfaire, vraiment, je le pense, que ces nouvelles régions, qui sont désormais les moteurs de l'économie de notre pays, vont pouvoir gérer les affaires économiques, les transports, et toutes leurs compétences sans dépendre de l'État. C'est ça qui est un véritable pas en avant. Et on vérifiera tout ça dans les années à venir. Alors, jeudi, en même temps que Manuel Valls faisait cette annonce, le nom de la Bourgogne-Franche-Comté a été officialisé par un décret paru au journal officiel. Alors, est-ce que pour vous, c'est rentré dans les mœurs? On peut avoir des doutes. Je vais vous citer deux réflexions de nos internautes. Fab, qui nous dit fusion imposée ne fait pas un bon mariage. Et puis JP, à Besançon, ils disent Franche-Comté-Bourgogne. C'est vrai, ça? Je ne sais pas, je n'ai pas... Parce que c'est possible. Alors peut-être que vous pouvez nous dire. Oui, je suis bisontin, fier de l'être. Mais moi, je dis Bourgogne-Franche-Comté et je dis Bourguignon-Franc-Comtois. Alors je reconnais que c'est un peu long, mais c'était le nom de la région qui s'imposait, compte tenu des deux cultures qu'il nous faut aujourd'hui fusionner. Vous avez l'impression que c'est entré dans...
Je pense dans que les mœurs 9 mois après. Alors, en Il tout faudra cas, du temps de toute manière, voilà. en tout cas, la fusion, je peux vous le dire, d'abord, nous le disions avant l'émission, la loi est là. Donc maintenant, il faut évidemment l'assumer et ne plus être nostalgique du passé. Et puis, autour de nous, nous sommes entre politiques là, mais la société civile, les associations, les entreprises, mais elles nous devancent en matière de dynamisme, ça, c'est pas en faux. matière de fusion. dynamisme, elles vous devancent. Elles sont déjà, ça, c'est clair, monsieur elles sont Ayache. déjà dans la fusion. Ah oui, Vous ça voyez, c'est vrai. non, mais ne vous moquez pas. Je me moque pas de vous, oui, mais pas des associations du monde économique, effectivement. En tout cas, c'est pas si simple. On va écouter Marie-Guide Dufay. Elle s'est exprimée à ce sujet jeudi à Reims. On l'a interrogée sur où en était cette réorganisation. Écoutez sa réponse. C'est très court. C'est beaucoup de travail pour réunir deux administrations, 5000 personnes à la clé. C'est compliqué, je ne le cacherai pas. Alors pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce qu'il y a deux régions, deux administrations qui vivaient leur vie comme toutes les autres régions, et il faut en faire une seule. Et puis en même temps que nous construisons cette nouvelle région, il faut que les trains arrivent à l'heure, il faut que les lycéens puissent déjeuner dans les restaurants scolaires des lycées, etc., etc. Donc il faut conduire à la fois l'ambition qui est la nôtre de développer ce territoire et la fusion de ces deux régions. Mais nous y arrivons très bien. Le fait que ce soit compliqué, je pourrais vous donner un certain nombre de chiffres aujourd'hui sur les premiers résultats de cette fusion, ils sont tout à fait exceptionnels et nous sommes probablement... Vous allez nous les donner. Je vais vous les donner. Et nous sommes probablement dans le peloton de tête des régions, des régions fusionnées, en matière de regroupement de nos services. Isabelle de Lyon. Ça n'est pas du tout notre point de vue. Je ne suis pas étonné. Dans les faits, la majorité de l'activité se déroule à Dijon. Il y a un sous-emploi manifeste à l'hôtel de région de Besançon. À Besançon, certains manquent de travail, alors qu'à Dijon, les employés sont absolument débordés. L'organisation est inefficace, elle est source de retard dans beaucoup de domaines. Dans les conseils d'administration des lycées auxquels nous participons, on se plaint des retards dans les décisions. L'Agence régionale de développement en Franche-Comté indique que les décisions sont en attente sur beaucoup de dossiers. Cela génère des problèmes de trésorerie et menace la stabilité de l'agence. Le personnel des deux entités est également dans l'attente d'une réorganisation qui ne vient pas et cela engendre un stress qui nuit à l'efficacité. Alors, Madame de Lyon parle des sites de Besançon, de Dijon. Est-ce que c'est pas l'erreur originelle finalement d'avoir voulu une organisation en bicite ? Est-ce que ça ne participe pas à l'éparpillement des centres de décision ? Écoutez, je crois que nous avions eu il y a quelque temps un débat à ce sujet et j'avais exprimé effectivement ce point de vue. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est compliqué, c'est sûr que c'est difficile. Mais pendant un certain nombre de mois, Monsieur Ayache, on nous a expliqué que tout était prêt, que depuis 2014, les services travaillaient, qu'à la fois les services de la région Bourgogne et les politiques de la région Bourgogne, les services de Franche-Comté et les politiques de Franche-Comté travaillaient ensemble pour construire la région et qu'on serait sur les rails dès le départ. Nenni tout ça. Nenni tout ça, Monsieur Ayache. C'est ce que vous dites. Nenni. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, effectivement, il y a quand même des dysfonctionnements. Il suffit d'interroger les acteurs qui sont au contact de la région, que ce soit le monde économique, le monde associatif, culturel, sportif. Que vous disent-ils ? Il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Dans bon nombre de cas, il n'y a pas de réponse. Il y a un nombre incalculable de manifestations qui sont passées sans qu'il y ait eu la moindre réponse sur les demandes d'accompagnement de la région. La région était aux abonnés absents, Patrick Ayache ? Écoutez, ça c'est la version de Pascal Grappin, c'est bien normal, il est dans ce rôle. Moi, ce que je peux vous dire, en essayant, et je crois que nous devrions tous les trois essayer de le faire de la même façon, d'être objectifs. Oui, ça a été préparé avant. François Patriat et Marie-Guide Dufay avaient pris, en 2014, vous l'avez dit, en main la préparation de cette fusion. C'est la raison pour laquelle nous sommes effectivement en avance sur bien des régions fusionnées. Je vous donne quelques exemples. Le premier comité régional du tourisme, qui est devenu unique, c'est celui de Bourgogne-Franche-Comté. Et dès le mois d'avril, vous imaginez ce que ça représente, ce sont deux entités importantes, il n'y en a désormais qu'une. Vous parliez, madame, d'économie. Il y aura très bientôt une seule agence régionale de développement
C'est très compliqué à faire, je ne le renie pas, mais ce sera fait dans les mois qui viennent. Nous avions 2 administrations. Quelques chiffres, je vais aller vite. Nous avions... Très vite, oui, parce que le temps passe vite. Nous avions 38 directions. 38 directions en additionnant les directions de chaque ancienne région. Il n'y en a plus que 28. Nous avions 8 directeurs généraux adjoints. Vous êtes au courant des interrogations des syndicats. Vous savez que Madame la DGS les syndicats ont salué un mail vendredi. On saluait la... On saluait absolument. Écoutez, si vous voulez que je communique le mail qui était envoyé par un grand syndicat qui porte toutes ces interrogations et qui explique qu'il n'y a pas de réponse. Syndicat des personnels, des agents, vous voulez dire ? Bien sûr. Il y a des interrogations qui sont terribles. Il n'y a pas de directive. Ils ne savent pas aujourd'hui comment faire. Puis alors, Monsieur Ayache, un point, moi, qui m'énerve, vous ne pouvez pas imaginer. Je vais le voir. Comment vous allez expliquer aux salariés qu'il va falloir harmoniser les régimes indemnitaires et qu'il va falloir faire des efforts alors que vous-même, les élus, vous ne les avez pas fait sur les indemnités. C'est écrit en gros dans le mail de ce syndicat. C'est très facile. C'est écrit en gros. Oui, je voudrais quand même rebondir un petit peu là-dessus, justement, pour souligner qu'aucune des économies envisageables n'ont été ne serait-ce qu'évoquées. Suppression du Césaire, par exemple, fusion des FRAC, qui sont des groupes, réduction des indemnités des élus, rationalisation des emplois. Et par contre, on a énormément de coûts supplémentaires, comme l'augmentation des frais de transport, des doublons d'emplois salariés, etc. Il n'y a aucune économie générée à ce jour par la fusion des deux. Alors c'est une interrogation aussi de nos internautes. Il y a, par exemple, Monique qui nous dit quel coût. Merci de chiffrer les dépenses et les économies, nous dit-elle. Alors est-ce que la fusion coûte plus cher, comme le dit Madame Delion pour l'instant, ou pas ? Non. La réponse est claire. Vous le verrez dès la présentation des orientations budgétaires en novembre et dès le vote du budget qui suivra. La fusion des 2 régions coûte évidemment moins cher que l'addition des 2 anciennes régions. En 2016, on a un budget qui est bien supérieur à celui de 2015 déjà. Moi, je parle de choses très concrètes. Je vous dis, vous le verrez. Vous voyez, quand on a fusionné les 2 CRT, le budget total du nouveau CRT est moins important que celui des 2 anciens CRT. Mais je crois qu'il faut d'abord répondre à la question que vous posiez, M. Sicot, sur l'organisation BICIT. J'ai cru comprendre que M. Grappin disait « oui, c'est une erreur ». Ah oui, parce que vous auriez imaginé, les uns et les autres, que nous allions basculer 500 fonctionnaires de Besançon vers Dijon ou l'inverse, en leur disant « écoutez, désormais, nous nous organisons en monocyte et donc nous abandonnons un territoire complet ». Non, mais écoutez, il y avait bien d'autres alternatives, Monsieur Ayache. Non, mais nous revendiquons, cher Pascal Grappin, cette organisation. Heureusement que vous l'assumez. Nous la revendiquons. Malgré les trajets incessants, malgré les trajets, ça fait partie des inconvénients du système. Mais regardez l'État. L'État s'est organisé comme nous. Aujourd'hui, direction régionale de l'agriculture, direction régionale de l'emploi, ils sont organisés en BICIT. Je pourrais le faire sur l'ensemble des directions. Il n'y a pas d'autre solution. Regardez les régions C'était la solution la pire préconisée dans le rapport. Que vos amis président. Ils ont fait la même chose que nous. Mais les régions ne sont pas comparables entre elles. Bien sûr. Pas comparables entre elles. Bien sûr. Aujourd'hui, en tous les cas, on s'aperçoit que cela ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que ça va mettre du temps, mais pendant que vous êtes en train de vous amuser dans un mécano administratif et financier, les dossiers n'avancent pas. Et ce que les Bourguignons et Franc-Comtois attendent, c'est que les dossiers avancent. Alors parlons des dossiers. Que les entreprises avancent. Alors les dossiers, justement, pour l'instant, il n'y a pas de plan de mandat. On l'attend toujours. Écoutez ce que disait à ce propos Marie-Guy Dufay. C'était encore jeudi à Reims. La priorité, c'est de construire le premier budget du mandat, puisque nous avons construit un budget en début de mandat qui n'était qu'un budget qui additionnait les 2 budgets de la Bourgogne et de la Franche-Comté sans faire véritablement de choix pour le mandat. Et nous avons à adopter pour la fin de l'année notre plan de mandat, c'est-à-dire nos engagements chiffrés en fonction de ce premier budget. Et ça, c'est très important, autour de 3 priorités. Le développement de l'économie et l'emploi à la clé, la transition énergétique sous toutes ses formes, et puis ce que j'appelle le vivre ensemble avec la culture, le sport qui doivent être mis en exergue pour favoriser le lien social.
Alors, il serait temps de construire un budget, non? François Sauvadet, dans un communiqué, déclarait « Je suis stupéfait que nous n'ayons pas encore de plan de mandat ». Oui, j'ai entendu François Sauvadet dire ça. Mais écoutez, la présidente vous a quasiment tout dit. Nous avions dit il y a 6 mois, notre plan de mandat, nous le présenterons à la fin de cette année lors de la séance où nous évoquerons les orientations budgétaires. C'est une année perdue? Pas du tout. Pendant cette année... Trois plans. Pendant cette année, Pascal Grappin, écoutez-moi, 3 plans d'urgence nous avons lancés. 3 plans. Un plan sur l'emploi, un plan sur le BTP, un plan d'urgence sur l'agriculture. On n'a pas attendu le plan de mandat pour faire des choses. Vous parliez de la fusion des FRAC, madame, ou en tout cas du rapprochement des FRAC. Ça y est, c'est en cours. Nous travaillons. Bien entendu qu'en même temps que nous construisons ce plan de mandat, en même temps, nous agissons. Le plan sur le BTP, 25 millions d'euros qui sont en ce moment alloués à des communes ou des EPCI de moins de 20 000 habitants pour développper le BTP. Monsieur Layage, je vous donne rendez-vous à l'ADM. Vous êtes contre? Est-ce que le budget d'investissement, va augmenter ou va diminuer? Je vous donne rendez-vous à l'ADM. De combien allez-vous baisser le budget d'investissement de la région Bourgogne? Donnons rendez-vous à l'ADM. Eh bien, on se donne rendez-vous à l'ADM et on verra qui a raison. Mais Pascal Grappin, vous savez pertinemment. Mais vous m'avez pas répondu. Pertinemment. Bien sûr qu'on est d'accord avec le développement. Vous m'avez pas répondu sur les 3 plans d'urgence que nous avons lancés. Précisez pour les téléspectateurs quand même, l'ADM. La décision modificative du budget. Merci. C'est-à-dire que le budget a été voté avec des sommes d'investissement relativement importantes. On n'arrête pas de nous expliquer qu'on fait des plans de ci, des plans de ça, et qu'on développe l'investissement. Le seul petit problème, c'est qu'on transfère les choses. On a prévu 150 là, on dit j'en mets 10, mais on va réduire de 20. Résultat, ça fait moins 10. Mais on va y aller. Moi, je vous donne rendez-vous à l'ADM et vous verrez. À la décision modificative. Le rendez-vous est pris. Soyons précis. Isabelle de Lyon, pour vous, c'est une année de perdu, 2016 ? Oui, complètement. Et moi, je voulais quand même parler rapidement du problème d'Alstom, parce qu'on ne l'a pas abordé. Là, on est sur le budget. Oui, bien sûr, mais je vois que le temps passe et je crains qu'on n'en parle pas. Alors, ça met en question l'efficacité, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, l'efficacité de la région. Donc, on en a parlé hier lors de la commission permanente, parce que nous avions un dossier qui nous a été soumis, qui proposait un financement exceptionnel et bienvenu de 10 000 € au comité d'entreprise d'Alstom pour participer à la manifestation à Paris le 27 septembre. Bon, cette colère est légitime. Ah, vous avez voté contre? Pas du tout. Non, nous avons voté pour. Cette colère est légitime, mais encore faut-il diriger cette colère vers ceux qui sont réellement responsables de cette situation. Et Madame Dufay fait voter ce financement comme si de rien n'était, alors qu'elle soutient Emmanuel Macron. N'est-ce pas elle qui le trouve particulièrement intéressant? Écoutez, là, ça n'a rien à voir avec le débat que nous avons entre nous. Hein. En tout cas, Emmanuel Macron n'est plus ministre de l'économie. D'accord, mais c'est quand même lui qui a été au moment de tout ce qui était restructuration d'Alstom. Du Conseil régional, est-ce que donc, vous estimez Madame que le Dufay rôle n'a rien fait pour prévenir ça? Écoutez, Madame Dufay, puisque vous parlez d'elle, était au lendemain de l'annonce sur la suppression des centaines d'emplois sur Alstom, était sur le site et le lendemain dans le bureau du ministre de l'Industrie. Donc vous savez, parce que là, il faut, quand vous êtes dans l'opposition, vous avez le droit de contester nos décisions, mais vous n'avez pas le droit à la mauvaise foi. Et nous faisons avec le gouvernement, avec le ministre qui revient mardi prochain d'ailleurs sur les lieux, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de faire marche arrière à cette décision dont je dis, et j'assume ce que je vais dire, qu'elle est totalement inacceptable. Elle est totalement inacceptable. Alors, c'est bien tard, parce il y aura une réunion décision, sur Alstom mardi prochain, sera, effectivement, avec Christophe Sirugue. Un mot. Ça ne concerne d'ailleurs pas que Alstom, il y a aussi des difficultés de Sur logo le... dans le Jura, l'Aspar en Saône-et-Loire. Absolument. Est-ce qu'il y a une réelle impuissance de la région à éviter, pour éviter ce genre de drame? Le cas d'Alstom est quand même très très symptomatique. Moi, je veux bien que dès le lendemain, on se déplace pour aller au chevet des salariés. C'est la moindre des choses. Mais le problème, c'est quand même un problème majeur de l'État, avant tout. Je veux bien que derrière, il y ait une réaction sur la région. Mais quand on est actionnaire à 25% d'une entreprise et qu'on est et que l'on apprend
comme ça, subitement, qu'il va y avoir la fermeture d'un site. C'est ça qui est intolérable. La problématique, oui, mais j'ai cru comprendre que depuis un moment, les élus le savaient. En tous les cas, des élus du territoire de Belfort avaient déjà alerté de façon significative les pouvoirs publics et au plus haut niveau de l'État. Alors que maintenant, vous arriviez pour faire le pompier, pour essayer d'aider à un moment donné ces salariés, j'ai envie de dire c'est la moindre des choses. Oui, mais c'est la moindre des choses. Mais nous le faisons. D'accord ? Mais nous le faisons. Et si l'État... Mais j'ai confiance dans les prochains rebondissements de ce dossier. J'espère ne pas me tromper. Si l'État reste... excusez-moi, je vais le dire, inconséquent comme il l'a été sur ce dossier depuis quelques semaines. Je le dis, vous voyez, mais moi ça ne me gêne pas, j'essaye de rester objectif. Effectivement, la région prendra toutes ses responsabilités, pour essayer de reconstruire sur ce territoire l'industrie ferroviaire qui doit s'y développer et s'y maintenir. Alors, il y aura une réunion là-dessus, on aura le temps, aussi bien sur France 3 Bourgogne que sur France 3 Franche-Comté, de revenir sur ce dossier Alstom. Il nous reste vraiment 1 minute 30. Je voudrais juste, allez, 20 secondes chacun, finalement répondre à notre question initiale. Est-ce que ce mariage, il est heureux ou pas, pour vous? Isabelle de Lyon, tiens, puisque vous vouliez la parole. Comme je vous l'ai déjà expliqué, nous sommes contre ces méga-régions. Donc, ce mariage-là ne peut pas être heureux. Pascal Grappin? Je dirais que c'est le mariage de deux régions qui ont été gouvernées trop longtemps par des socialistes, des régions qui étaient en grande difficulté. Ça, c'est le suffrage universel. Je sais bien, mais des régions qui étaient en grande difficulté. Et je crois avoir dit à une époque que de marier un boiteux de la jambe droite avec un boiteux de la jambe gauche, ça ne fait pas quelqu'un qui marche droit. Il y aura du travail, il va y avoir beaucoup de travail. En tous les cas, ce que l'on aimerait, nous, c'est que rapidement, il y ait un cap. Il y a des actions, il y a des objectifs, et aujourd'hui, on ne les a pas. Et je crains qu'on ait un plan de demi-mandat et pas un plan de mandat. Ouais. Rapidement, Patrick. Très rapidement. Bien sûr que c'est un mariage heureux. D'abord parce qu'il a été précédé de fiançailles et que ça aide. Et qu'ensuite, un mariage heureux, c'est un mariage qui dure. Et quoi que vous disiez, cette région, elle a vocation à durer. Vous l'avez dit tout à l'heure, probablement aucun législateur ne reviendra en arrière. Oui, c'est un mariage heureux et nous y contribuons pleinement. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission que vous pouvez voir ou revoir bien sûr sur nos sites internet. Dans un instant, Dimanche en politique se poursuit avec Francis Letellier et son invité François Fillon. Ce sera juste après le flash régional. Bon dimanche à tous.